La guerre de 1904-1905 entre l'Empire du Japon et l'Empire russe coûtera la vie à 160 000 personnes et fera 300 000 blessés. Ce conflit a marqué l'histoire de la guerre puisque les forces navales se sont trouvées au centre de la stratégie des deux camps. Privyet, salut les amis, d'abord je remercie l'abonné Holo qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo sur la marine russe. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement si ce n'est pas encore fait et de mettre un like, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et sans plus attendre, c'est parti. Nous sommes à la fin du 19e siècle. L'Empire russe est en pleine expansion avec l'exploration de la Sibérie jusqu'au détroit de Bering qui la sépare de l'Alaska. Mais l'Empire russe, qui a encore soif de territoire, convoite la région chinoise de Mandchourie et la Corée. Seulement, il n'est pas le seul à lorgner sur ces territoires, car oui, le Japon voudrait bien s'agrandir, lui aussi, pour profiter de ces terres cultivables et riches en fer. De plus, cela permettrait d'empêcher les Russes d'avoir un accès à la mer du Japon et par conséquent un accès à l'océan Pacifique. Pour les deux empires, il s'agit donc d'un enjeu d'importance stratégique. Mais en 1858, les Russes parviennent à conclure un traité avec la Chine et ils obtiennent une partie de la Mandchourie, mais ils n'ont toujours pas accès à la mer du Japon. Qu'à cela ne tienne, 2 ans plus tard, en 1860, les Russes obtiennent un nouveau traité, élargissant encore plus leur territoire en Mandchourie. Ainsi, Vladivostok devient russe et ils y créent une base navale. Mais l'eau étant gelée une partie de l'année, ils n'ont toujours pas un accès permanent à l'océan Pacifique. Cette progression des Russes inquiète les Japonais, d'autant plus que de nombreuses autres puissances occidentales étendent leur influence en Asie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis notamment. Parallèlement, les Russes négocient avec les Japonais et obtiennent le contrôle des îles Sakhalin, tandis que le Japon prend le contrôle des îles Kouril. En 1891, l'Empire russe débarre un projet pharaonique, relier Moscou à Vladivostok par le transsibérien. Cela leur permettra d'acheminer à l'est du matériel, des vivres et des hommes en quantité et rapidement. En 1894, le Japon profite de l'instabilité de la Corée pour y intervenir et occuper Séoul, mais cela provoque la colère de la Chine qui déclare la guerre au Japon et l'attaque par la mer. Malgré la supériorité des navires chinois, le Japon sort victorieux de cette guerre en seulement un mois. Cette victoire permet au Japon de conserver la Corée dans leur sphère d'influence, de recevoir des indemnités de la part de la Chine qui est aussi contrainte de lui céder la presqu'île de Liaodong et donc de la base navale stratégique de Port Arthur qui s'y trouve. Mais ce port, la Russie le convoitait particulièrement, car il lui aurait permis non seulement d'établir un comptoir commercial, mais aussi d'avoir une base navale libérée des glaces toute l'année. Et c'en est trop pour la Russie, qui ne compte pas laisser son rival s'en sortir de la sorte. Avec l'appui de la France et de l'Empire allemand, la Russie fait pression sur le Japon pour qu'il rende la presqu'île à la Chine, ce qu'elle sera contrainte de faire, moyennant toutefois des indemnités. La déception est palpable chez les Japonais, d'autant plus que rapidement, ils s'aperçoivent que la présence russe en Mandchourie et en Corée se fait de plus en plus forte. Ces derniers parviennent même à obtenir le droit d'exploiter la péninsule de Liaodong. Excédé, le Japon décide de se moderniser afin de se protéger de l'expansionnisme occidental. Entre 1895 et 1904, ils multiplient le budget militaire par 5 et ils doublent les effectifs de leur armée. Leur objectif, détenir la plus grande flotte de la zone asiatique du Pacifique. Une guerre se prépare. En 1903, la Russie, qui avait pris l'engagement de retirer progressivement ses troupes militaires de Mandchourie, rompt ses engagements. Cette décision sera la raison du déclenchement des hostilités, car le Japon est prêt à mener une guerre d'envergure. Ces investissements colossaux lui ont permis d'acquérir une flotte gigantesque, 6 cuirassés, 10 croiseurs et 40 destroyers et torpilleurs. Le 13 janvier 1904, le Japon adresse un ultimatum à la Russie au sujet de la Mandchourie, mais elle ne daigne même pas y répondre. Pourtant, le rapport de force est en faveur du Japon. En effet, la Russie ne possède à Port Arthur que 7 cuirassés, 8 croiseurs et seulement 25 destroyers. Confiant dans sa supériorité et profitant de l'effet de surprise, l'Empire du Soleil Levant attaque sans déclaration de guerre l'escadre navale de Port Arthur le 8 février 1904. La bataille dura 2 jours entiers et se solda par 150 morts et 7 navires endommagés du côté russe, contre 132 morts et seulement de très légers dommages du côté japonais. Et ce n'est qu'après cette attaque, le 10 février, que l'empereur du Japon déclare officiellement la guerre. En mars, les forces armées du Japon envahissent la Corée sans difficulté particulière, et en mai, ils assiègent la base de Port Arthur. Quant aux Russes, qui n'ont pas l'avantage numérique, ils préfèrent jouer la carte d'un repli stratégique sur la ville de Mukden. D'autant plus que les Japonais peuvent compter sur l'aide de l'Empire britannique, qui non seulement promet d'intervenir contre la Russie si la France s'attaque au Japon, mais qui ferme aussi ses ports à la flotte russe et leur refuse le passage sur le canal de Suez. Le 7 août 1904, les Japonais attaquent des redoutes de la base de Port Arthur. Cette première attaque s'étale sur 2 jours, faisant 1250 morts japonais et 450 morts russes. Par la suite, les Japonais ont recours à des attaques suicides, ils s'emparent de plusieurs redoutes russes et creusent des tranchées.
Les vivres commencent à manquer côté russe. Le rationnement est tel que certains soldats commencent à souffrir du scorbut, cette maladie causée par le manque de vitamine C et qui provoque le déchaussement des dents, l'infection des gencives, des hémorragies et enfin la mort. Ce n'est qu'en octobre 1904 que l'empire de Nicolas II reprend l'avantage grâce aux troupes transportées par le très fraîchement construit Transsibérien. Mais malgré ce retour dans le rapport de force, le commandement russe n'est pas à la hauteur et leurs mauvaises décisions entraînent la défaite de plusieurs batailles. Dans le même temps, les Japonais parviennent à maîtriser les hauteurs, mais c'est la colline 203 qui, défendue héroïquement par le 5e régiment de cavalerie jusqu'au 5 décembre, leur donnera le plus de peine et de souffrance à capturer. Anticipant l'horreur de la Première Guerre mondiale, elle fut le théâtre de batailles particulièrement meurtrières et d'une violence sans précédent. 10 000 Japonais sont morts pour la prendre, tandis que 5 000 soldats russes y ont péri. Un film japonais de 1980 a d'ailleurs été consacré à cet épisode de la guerre, la colline 203, et un mémorial est toujours présent au sommet de cette colline. Les Japonais profitent de l'avantage offert par cette nouvelle prise, une vue imprenable sur le port de Port Arthur. Ils profitent de cette vue pour corriger leurs tirs d'artillerie vers le port, et de nombreux navires russes vont couler. Le cuirassé Paltava coule le 5 décembre, le cuirassé Redvizan coule le 7 décembre, tandis que le cuirassé Pabieda coule le 9 décembre. 3 cuirassés et 2 croiseurs russes sont envoyés par le fond, et un cuirassé est capturé, tandis que l'équipage du cuirassé Sébastopol s'abordera son propre navire afin qu'il ne tombe pas aux mains des Japonais. De leur côté, les Japonais perdent 2 destroyers ainsi que le croiseur Takasago qui est détruit par une mine. En effet, la stratégie de la marine russe était principalement axée sur le minage de la zone maritime, ce qui portera ses fruits dans une certaine mesure, puisque plusieurs cuirassés japonais sont envoyés par le fond. Toutefois, les Russes tentèrent aussi de briser plusieurs fois le blocus des navires adverses, mais sans succès. Le 2 janvier, le général russe Stossel prend contact avec l'état-major japonais et lui annonce son intention de négocier la capitulation, et cela contre l'avis même du conseil de guerre de la base navale de Port Arthur. Le 5 janvier 1905, la capitulation est acceptée par les Japonais qui ont déjà perdu 57 780 hommes sur le champ d'honneur. Dès lors, les 23 500 soldats russes survivants, parmi lesquels les 2 tiers sont blessés ou malades, les 868 officiers et les 9000 marins civils ainsi que leurs familles deviennent prisonniers de guerre. La plupart d'entre eux seront amenés au camp de Nagasaki. À son retour en Russie en 1906, après sa libération par les Japonais, le général Stossel est condamné à mort par un tribunal militaire pour avoir capitulé devant l'ennemi, bien que cela ait probablement sauvé la vie à plusieurs milliers de soldats et de civils. Néanmoins, sa peine est commuée en 10 ans d'emprisonnement et il fut finalement gracié par Nicolas II en 1909. Galvanisés par la prise de Port Arthur, le 20 février, les Japonais lancent l'attaque sur Mukden en Mandchourie, où les forces russes se sont repliées. La bataille dure jusqu'au 10 mars et oppose 276 000 soldats russes et 270 000 soldats japonais. L'issue de cette bataille sera décisive, car les Japonais le savent, il faut à tout prix qu'ils gagnent sur terre avant que la flotte russe n'arrive. Car oui, la flotte de la Baltique est en chemin, et l'arrivée de ces 45 navires de guerre pourrait faire basculer le conflit. La bataille a donc lieu en plein hiver, avec des températures allant jusqu'à moins 20 degrés. 60 000 Russes y sont morts, et 30 000 sont faits prisonniers, contre 70 000 morts et blessés côté japonais. Les Russes, à cause d'erreurs de coordination entre les officiers, essuient de lourdes pertes et doivent finalement sonner la retraite, évitant de justesse l'anéantissement complet. La bataille de Mukden est donc une nouvelle victoire terrestre pour les Japonais. Mais une ultime bataille reste à mener. Elle aura lieu sur la mer et opposera la flotte japonaise à la flotte de la Baltique, dernier espoir de l'Empire russe. La bataille de Tsushima. Elle a lieu les 27 et 28 mai 1905, opposant la flotte de la Baltique de l'Empire russe, commandée par l'amiral Rajestvensky, et la marine impériale japonaise, sous les ordres de l'amiral Togo. Les combats se déroulent dans le détroit de Tsushima, qui sépare la Corée du Japon. Les navires de la Baltique mettront en tout 7 mois pour arriver sur la zone de guerre. Ce long voyage a éprouvé le moral des matelots et les capacités des navires. Leurs coques sont en effet recouvertes d'algues et de coquillages, ce qui divise par 2 leur vitesse et leur manœuvrabilité. En comparaison, les navires japonais sont flambant neufs, ils ont pu être réparés et même renforcés. Les matelots sont reposés et prêts au combat. Mais surtout, la flotte japonaise dispose de télémètres, ce qui accroît très considérablement la précision de leurs tirs. En début d'après-midi, les 2 flottes entrent en contact visuel dans le détroit entre la Corée et le Japon. L'amiral Togo prend la décision de tenter une manœuvre audacieuse, barrer le thé à la flotte russe. Cette manœuvre est bien connue dans le combat naval. Dans cette configuration, la marine en bleu peut concentrer le feu de tous ses canons sur le premier navire, puis sur le second, et ainsi de suite. Tandis que la flotte en rouge, elle, ne peut riposter qu'avec le canon avant du tout premier navire. Réaliser une telle manœuvre fut le rêve de tout commandant de marine durant des décennies.
Cette manœuvre était en effet très audacieuse, car pour l'accomplir, durant 12 longues minutes, Togo expose le flanc de ses navires au canon de l'adversaire. Pourtant, pour une raison ou pour une autre, les Russes n'ont malheureusement pas pu tirer avantage de cette opportunité. Probablement, d'une part, à cause de la mobilité extrêmement réduite de leurs navires, mais aussi à cause de la mauvaise préparation de la mission. En effet, aucune stratégie n'avait été clairement établie avant d'engager la bataille. De plus, avant le départ, on avait décidé d'augmenter l'humidité des obus pour éviter qu'ils n'explosent par accident sur les navires. Le résultat a été que seule une fraction des obus russes n'ont vraiment explosé au contact des navires japonais. De plus, les Russes utilisaient des munitions perforantes qui n'explosaient qu'après avoir percé le blindage, et de fait, les matelots et les officiers, ne voyant aucune fumée sur les navires ennemis, pensaient qu'ils rataient leurs tirs alors qu'ils visaient juste et ils apportaient des corrections non nécessaires à leurs tirs. S'ensuit donc le chaos pour la flotte de la Baltique. Complètement désorganisés, ces navires sont coulés un à un par la flotte japonaise qui, elle, ne subira la perte que de 3 torpilleurs. L'issue de la bataille est incontestable, les Russes enregistrant la perte de la quasi-totalité de la flotte de la Baltique. Seule la vedette armée rapide Almaz et 2 destroyers purent s'enfuir et parvenir jusqu'à Vladivostok, tandis que 3 cuirassiers purent atteindre la base navale américaine de Manille et s'y abriter. Parmi eux, le croiseur Aurore, aussi célèbre pour avoir donné le coup d'envoi de l'attaque sur le palais d'hiver durant la révolution d'octobre 1917, et qui est aujourd'hui devenu un navire musée que vous pouvez actuellement visiter sur la Neva à Saint-Pétersbourg. À la suite de la bataille de Tsushima, la Russie et le Japon entament des négociations. Le Japon étant largement en position de force, la Russie capitule aux termes suivants. La Corée est cédée au Japon, ainsi que la région de Port Arthur et une partie des îles Sakhalin. Les Russes sont aussi contraints d'évacuer la Mandchourie du Sud, laquelle est rendue à la Chine. Au total, cette guerre aura causé 71 000 morts et 122 000 blessés pour la Russie, ainsi que 85 000 morts et 154 000 blessés côté japonais. Cette défaite, celle d'une puissance occidentale telle que la Russie, modifie grandement le jeu politique et stratégique. D'une part, le Japon s'inscrit comme une puissance incontournable en Asie, et d'autre part, la défaite russe préfigure le déclin de l'empire tsariste. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like, je vous le répète, mais c'est vraiment important. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis paka, salut!